Amis téléspectateurs de Meribé TV, bienvenue dans votre émission préférée, l'univers de l'art. Et merci de toujours renouveler votre fidélité à cette émission. Nous recevons pour vous sur ce plateau Tété Madjombe II. Il est un activiste traditionnaliste. Il a beaucoup plus œuvré pour la promotion du patrimoine culturel. Nous le recevons pour vous sur ce plateau pour nous parler de la place de la femme dans notre univers spirituel. Très cher invité, bonjour. Bonjour, merci de nous passer la parole, merci de nous permettre d'être là aujourd'hui, de nous permettre d'être au Bénin, une terre qui pour nous est une terre d'excellence en matière de spiritualité, parce que de toute façon, contrairement à ce qui se passe ailleurs, il y a une activité culturelle et cultuelle qui continue d'être à son niveau le plus élevé, même si on sait qu'on peut encore aller plus loin. Merci de nous inviter. Merci beaucoup, très cher invité, d'avoir apprécié majestueusement le Bénin et la terre béninoise en matière de la spiritualité. Et nous allons à présent parler de l'importance de la femme sur le plan culturel africain. Oui. Comme j'aime bien le dire et comme le disent certains de nos aînés, certains de nos maîtres, nous ne pouvons pas parler de culture sans parler de mythe. Nous ne pouvons pas parler de culture sans parler de mythe. Si on veut comprendre la place de la femme, il suffit de remonter, de nous balader à travers quelques mythes négo-africains et on saurait exactement quelle est sa place. Et pourquoi est-ce que, malgré le patriarcat désormais ambiant, pourquoi est-ce que nous retrouverons toujours cette assise féminine dans nos cultes? Pourquoi est-ce que la femme est célébrée? Pourquoi est-ce que nous avons des divinités féminines? Pourquoi nous avons des prêtresses? Pourquoi nous avons toutes ces choses? Contrairement aux autres peuples, aux autres croyances issues d'ailleurs, où on constate quand même que dans certaines religions, notamment abrahamiques, nous n'avons toujours pas d'imam au féminin, nous n'avons toujours pas de prêtre au féminin. Mais alors, dans la spiritualité africaine, nous l'avons depuis toujours, beaucoup et plusieurs. Depuis la nuit des temps, Si nous parlons de la femme, remontons plus haut, nous rappelons-nous par exemple d'Héliopolis, Ionou, comme on dit à Kemet, c'est-à-dire l'Égypte ancienne. Rappelons-nous qu'on est piqué par un serpent, et c'est bien Aset que nous appelons, que les Grecs ont appelé Isis, qui vient délivrer Ra, Rappelons-nous également que le premier rituel qui a existé dans cette Afrique ancienne, la profonde, cette Afrique égyptienne, c'est bien le rituel d'Aset, consistant à ramener son mari à la vie. Set a découpé son frère en 12 morceaux, ce frère c'est l'époux d'Aset, et Aset est donc celle qui va réussir à récupérer 13 des 14 morceaux, va créer un 14e morceau qui est le sexe de son époux et va donc permettre à son époux de revenir à la vie. C'est un exercice extrêmement féminin. C'est un exercice féminin puisque la femme est la garante, disons-le comme ça, est la garante de la vie. Et si nous parlons d'Aset, nous pouvons parler de plusieurs autres divinités sur le continent. Je me rappelle bien dans mes quelques classes passées, où nous avons appris quelques rudiments du Vodun, l'iconographie de Mahou, qui nous avait été présentée, nous renvoyait bien entendu à une femme qui portait dans sa main gauche un croissant lunaire. Une femme, c'est féminin. La main gauche, du côté du cœur, du côté des émotions, c'est féminin. Et puis, qu'est-ce qu'elle porte dans sa main gauche? Un croissant lunaire qui convoque la lune, convoque la femme, qui convoque la lune, convoque la nuit. Et nous savons, bien entendu, pour nous qui pensons de manière processuelle, que la nuit précède le jour, l'obscurité précède la lumière. Et cette partie, justement, est du domaine de la femme. Cette partie est du domaine de la femme, mais si on va plus loin dans d'autres mythes, l'idée même de méditation, l'idée qui consiste à rentrer à l'intérieur de soi-même, de méditer, de penser. Cette idée de pensée primordiale est une idée où nous célébrons le féminin sacré quelque part, parce que c'est la femme, on le sait, enceinte, qui pense, qui souhaite.
qui fait des vœux, on ne sait pas ce qu'il y a dans son ventre, sauf bien entendu l'oracle, elle se positionne comme quelqu'un qui va dire à cet enfant, avant qu'il ne naisse, ce qu'elle veut qu'il devienne. Elle le pense, elle cogite, elle médite, elle le transforme, elle le polarise. Je veux que tu sois comme tel. Je ne veux pas que tu sois comme celui-ci. Je veux que je veux. Donc, cette idée de méditation, cette idée qui nous enfonce dans les schémas de ce que le prince Ikako appelait l'archétype. Hein. Cette idée est une idée chez nous qui épouse justement le féminin. Hein, qui épouse le féminin. Oui, mais vous avez abordé la femme beaucoup plus en matière de vaudou. Oui. Et c'est quoi le vaudou selon vous? Oh, on va entrer dans plusieurs définitions. Au-delà de l'aspect culte, au-delà de l'aspect culte, au-delà de l'aspect divinité, bon, c'est le terme que nous utilisons puisque nous parlons français. Hein, au-delà de cet aspect de force cosmique. Un thème que Baina Bello avait refusé. Oui. Elle a dit qu'elle ne pratique pas le thème de divinité, mais c'est vaudou. Oui, vaudou, c'est vaudou. Oui. Voilà. Comme Nichiru, c'est Nichiru. Vaudou n'a pas encore un thème en français. Vaudou, c'est vaudou. Vaudou, c'est vaudou parce que le problème que nous avons, c'est celui qui consiste à vouloir à tout prix utiliser les termes de l'autre pour expliquer nos mots. Et cela n'est pas toujours convaincant parce que la conception qu'ils ont de la divinité n'est pas toujours la même que nous avons. C'est pour ça qu'en anthropologie, on vous dira Mahou, une divinité négo-africaine, par exemple. On insistera sur le fait que c'est une vision de la divinité, mais ce n'est pas une vision grecque. Ce n'est pas une vision venue d'ailleurs, c'est une vision locale. Donc, Vodun, je vois force cosmique. On peut parler de ça. Je vois l'eau, je vois l'éclatement du divin en quatre, exactement comme à Kemet. Hein, à Kemet, on avait Tafanouté pour l'humidité, on avait Chou pour l'air, on avait Gaba pour la terre, et puis on avait de l'autre côté Nouté pour la voûte céleste. Et puis bon, on sait la voûte céleste, on voit une boule de feu qui circule, qui va d'un point à un autre. Dans le vaudou, on verra bien entendu Revieso qui va représenter ce feu, Sapata qui représente tout ce qui est tellurique, tout ce qui est terre, et même ce qui est agrève finalement. Et puis Toronso pour l'eau, on a dit dans pour tout ce qui est rêve, tout ce qui est air. Hein. Donc nous voyons bien que cet éclatement en quatre que nous retrouvons dans le vaudou, vantant, célébrant les forces cosmiques, ce divin éclatant en quatre, on le voit également en Égypte ancienne. Mais on le voit également chez nous, au Cameroun, notamment dans ma socioculture, où nous avons également cet éclatement du divin en quatre, où nous disons même que, nous allons plus loin en disant que c'est le divin lui-même, cette énergie primordiale, qui est devenu eau, qui est devenu feu. C'est pas que le divin a créé le feu. Nous entrons dans des schémas de lecture qui sont très proches de la Kabbale et d'autres choses. Non, c'est cette énergie source qui se liquéfie et devient eau, qui se gazifie, devient air, qui se densifie pour devenir la terre et qui par un système de combustion va devenir un feu. Donc pour nous, c'est cette énergie de départ qui ne fait que changer de forme, d'état. Et je suis d'avis, je pense comme beaucoup que Maoulissa, qui serait donc un principe qui agence le masculin et le féminin, ou alors deux principes. Féminin d'abord, parce que Mahou, féminin, Lissa, le caméléon qui porte dans sa bouche un soleil. Le soleil nous renvoie à tout ce qui est viril, les rayons, hein, c'est l'homme. Donc voilà, et puis de l'autre côté, Mahou. On voit bien que la résultante justement de leur action commune va générer donc ce qui est Zapata, ce qui est Toronso, ce qui est, y compris donc un médiateur qui serait ici l'Ekba, comme on aura Djibouti par exemple à Kemet ou ailleurs. Toutes ces choses sont des choses africaines et qui nous montrent justement, parce que c'est le thème de notre rencontre, la préséance justement des essences féminines. Très souvent, on commence par soit l'eau, au commencement, on parle des eaux primordiales, on dit au commencement était le Nun, si on veut parler de Kemet, et Atum vivait dans le Nun. C'est pas au commencement était Atum. Au commencement était Atum. C'est pour ça que lorsque nous disons, nous prenons Atum, mais nous voulons le coller à Jéhovah, ou nous voulons le coller à Allah, ce n'est plus la même chose. Parce que de chez eux, là-bas, c'est lui qui commence.
c'est Jéhovah ou Allah qui commande. Non, non. Chez nous, on dit, au commencement était Atum. Et Atum était dans le Nun. Lorsque nous convoquons l'eau, nous sommes dans un principe féminin. Nous sommes dans le liquide amniotique, parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est l'enfant qui sort justement du ventre de sa mère. Qui sort du ventre de sa mère. Donc, l'eau... Oui, mais quel est le rôle de la femme sur le plan culturel? Oui, ce rôle, je suis juste en train d'expliquer que ce rôle, en fait, vient du fait que les essences même dans nos mythes nous renvoient au féminin qui accouche le masculin. La femme devient donc une garante de vie. La femme devient une garante de vie, la femme devient une protectrice, la femme devient une consolatrice, la femme devient une éducatrice, la femme devient une prêtresse. À l'image, donc tout à l'heure, je l'ai dit, d'Asset, hein, qui était la première à opérer un rite de résurrection ou un rite de guérison en Soumara, ou alors tout simplement souvent son mari. Donc la femme va épouser justement les traits de cette divinité. Elle va porter ces traits en elle. C'est pour ça que nous aurons des prêtresses, nous aurons des femmes qui vont diriger des couvents, ce qui n'existe pas. Nous avons des cas au Bénin. Oui, bien entendu. Au Cameroun, c'est la même chose. Oui, au Cameroun, nous avons par exemple... Quelques exemples. Oui, nous avons, je vais donner deux exemples. Oui, voilà. D'abord, dans une socioculture que je connais bien, c'est celle des Ekam, c'est-à-dire le centre et le sud du Cameroun, et puis une bonne partie du Gabon et du Congo, et la Guinée équatoriale, où il y a un culte qu'on appelle le Mvungu. C'est un culte essentiellement féminin, un peu comme le djembé chez les frères du Gabon, au Gabon, chez nos mères du Gabon. Lorsque les hommes, ayant bombé leur torse, n'arrivent pas à maîtriser certaines choses, parce que la sécheresse est en train de s'installer, parce que la pluie ne tombe pas, parce qu'il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de... Oui, ils vont voir secrètement les mers du Mvungu. Pourquoi est-ce qu'ils vont vers les mers? Parce qu'ils vont en réalité vers la source. Ils vont vers les ventres desquels ils sont sortis eux-mêmes. Ils vont vers ces ventres-là. Donc ils vont vers la source, vers celles qui détiennent les eaux, celles qui maîtrisent les eaux. Comme j'ai dit tout à l'heure, les eaux sont associées à la femme. Donc celles qui maîtrisent la pluie, celles qui sont connectées à la lune. Et voilà donc après un rite, le matin il pleut, tout simplement. Je prends ce cas, je prends également le cas chez moi, dans la socioculture des Sawa. Lorsque vous voyez une procession rituelle de chefs, les rois sont en train d'avancer vers les sanctuaires, les personnes qui sont devant, ce sont les femmes, et pas n'importe quelle femme, les matriarches, les gardiennes de clans, les gardiennes de royaumes, et qui tiennent chez nous ce qu'on appelle soit la canne des morts, ou alors la canne des jumeaux, et qui marchent avec le roi derrière, parce qu'elles sont en réalité l'interface entre le divin, entre les ancêtres et le peuple. C'est elles qui reçoivent les messages, c'est elles qui protègent le peuple, et c'est elles qui sont donc en tête des processions. Et on va le voir un peu partout sur le continent. Et cette place, malheureusement, les femmes ne savent pas. Ne savent pas quelle est leur place. Parce que lorsqu'elles veulent devenir féministes... Grâce à vous, elles le savent désormais. Oh, nous, notre voix porte où elle peut porter. Heureusement que des gens comme vous, vous existez pour porter encore plus loin ce message. Mais nous diffusons autant que nous pouvons, nous sensibilisons autant que nous pouvons. Le but, justement, c'est de recréer dans la tête de nos mères, de nos filles, de nos épouses, cette divinité. J'ai un de mes maîtres à l'époque, Mledi Kwosonge, qui nous disait le 12 est supérieur au 9. Le 9, c'est l'ensemble des portes que l'homme a sur son corps. Mais pourquoi les femmes étaient en contact permanent avec les rois dans la société camerounaise? Non, c'est pas seulement dans la société. Si on a des femmes prêtresses ici, c'est clair que la prêtrise est un poste particulier. La prêtrise, c'est pas je me lève un matin, je deviens prêtresse. Non, ça suppose que de mère en fille, souvent on porte des essences de vie, on a des choses en nous que l'homme n'a pas. Tout à l'heure, je parlais du 9 et du 12. Les 9 portes que nous avons, les 2 yeux, les 2 narines, les 2 oreilles, la bouche, le canal anal et le canal sexuel, la femme en a 12 comparativement à l'homme. C'est-à-dire que si les 9 vous offrent la possibilité de connexion au divin à travers l'Énéade, ou à travers l'Énéade, c'est les 9 divinités majeures de nos panthéons, la femme a une possibilité supérieure à vous puisqu'elle a 3 autres portes. Elle a 3 portes en plus de vous. Chaque fois que nous allons en initiation, en fait,
nous remontons vers le féminin sacré. Nous allons vers la source. Il y a des initiations, on va vous faire un trou, on va vous enterrer à l'intérieur, on va vous ressortir. Il y a des initiations, on va vous cacher. Lorsqu'on commence par vous cacher, on est déjà en train de vous ramener dans le ventre de votre mère. Symboliquement, c'est ça. On est tous en train. Lorsqu'on vous lave, lorsqu'on dit comment on va vous laver, hein, vous êtes impur, hein, entre guillemets, vous avez fait des bêtises et tout, on vous dit allez au village pour qu'on vous lave. La purification. La purification, c'est de l'eau. C'est revenir vers le liquide amniotique. C'est sortir comme on est sorti du ventre de notre mère. Oui. Et ça, c'est féminin. Ce n'est pas l'homme qui peut le faire. Même lorsque l'homme le fait, en réalité, il utilise un principe féminin. Il utilise des essences féminines qui sont l'eau et les choses qui sont dans l'eau. Pour revenir à celle qui a 12 portes, les seins, qui sont pour nous le siège même de la maternité. Oui. Le siège de la maternité. Si le siège de la fertilité se trouve dans les ovaires est dirigé, je reviens encore sur Aset, et d'autres divinités néo-africaines qui sont censées apporter justement les solutions de fertilité, d'enfantement. Chez nous, on dit, lorsque l'enfant sort justement par ces portes-là, il est remonté vers les seins, les portes du sein, et les portes des seins. Et les portes des seins nous rattachent à Héthéro, que les Grecs ont appelé à tort, qui est la divinité de la maternité. L'homme n'a pas ces essences. On ne peut pas. Et c'est parce qu'elles se connectent par leur sein, justement à ces essences maternelles-là, qu'elles communiquent cela à l'enfant qui tète. Oui, c'est Héthéro un peu, c'est de l'énergie liquéfiée sous les traits du lait. Ce qu'on boit là, c'est de l'amour qu'on transfère à l'enfant. C'est de la divinité sous les traits du lait, hein, d'un lait que nous transférons à l'enfant. Et c'est parce que l'enfant aura bu ce lait. L'enfant se sera nourri de cette mère qu'il pourra à son tour apporter plus de tempérance, plus d'amour dans la société. Chez nous, on dit un enfant qui n'a pas tété sa mère, il est potentiellement dangereux. Oui. Mais quelles sont les liaisons entre les pratiques culturelles béninoises et celles camerounaises? Bon, je vous en ai donné une tout à l'heure, c'est-à-dire cet éclatement en 4, hein, la célébration. Si chez moi on dit Nyangadou Nyamsi, ici on va dire Sapata. Si chez moi on dit Ngongolimbe pour l'air, hein, on va dire ici dans. Si chez moi on dit Dingongo Diba pour célébrer l'eau, on va dire ici Toronso. Hein. Donc, si on dit Mandunumanjo chez moi pour célébrer le feu, on dirait ici, bien entendu, Rivière Sodon. C'est des noms qui changent, mais l'essence est commune. L'idée que nous devons aller vers un divin qui se trouve dans ce que l'autre a appelé les éléments de la nature, mais que nous appelons chez nous les Voudounes ou les Maloba. Hein? Oui, l'idée d'aller vers ces choses qui constituent le divin, qui ne sont pas pour nous juste des choses que Dieu a créées, hein, comme un élément qui... Non, c'est au-delà de cela. Donc, ce n'est pas juste un petit élément d'eau, non, que nous devons vénérer. Non, non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit réellement de cette énergie divine qui a changé de forme, qui a changé d'état, est devenue soit l'eau, soit le feu, soit la terre, soit l'air. Et nous retrouvons ça dans pratiquement tous nos cultes, pas seulement au Cameroun, mais même au-delà. Voilà. Merci beaucoup, très cher invité. Et Batem Nassim est un village culturel que vous avez fondé au Cameroun. Dites-nous comment êtes-vous arrivé? L'envie ou le besoin d'apprendre et de transmettre. Nous nous sommes dit depuis le départ, si nous avons reçu quelques connaissances de quelques anciens, si nous avons été initiés, si nous avons reçu des enseignements de quelques anciens, il est temps de les transmettre. Il est temps de les transmettre. Et pour les transmettre, il faut un espace dédié. C'est bien beau WhatsApp, c'est bien beau Facebook, c'est bien beau YouTube et tout, mais il faut un espace physique. Exactement comme dans le lieu où nous nous trouvons. Il faut un espace physique où des gens peuvent échanger, peuvent embrasser le divin, peuvent s'approprier leur africanité. C'est ça le rôle, le but que nous avons mis derrière Batem Nassim. Donc on apprend l'histoire et l'origine des clans. On apprend les langues là-bas, hein? On apprend les rites, on apprend les métiers anciens. C'est très important d'apprendre voilà, les métiers anciens. Exemple, quelques métiers? Oui, aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose qui peut surprendre. À l'époque, la chasse, lorsqu'on était chasseur, on était au-dessus même de beaucoup de membres de nos sociétés.
Combien d'enfants savent chasser aujourd'hui? Combien d'enfants savent même quelles sont les divinités que nous déployons lorsque nous chassons? Qu'est-ce qui nous est interdit de chasser? Comment est-ce qu'on chasse? Que fait-on la nuit avant d'aller chasser? Que fait-on quand on rentre? Toutes ces choses sont perdues. Naturellement, il faut donc remettre le jeune africain justement dans ces classes. Hein? Que ce soit la pêche, que ce soit la chasse, que ce soit ces métiers. Aujourd'hui, on voit heureusement au Bénin, on continue de voir des sculpteurs et tout. Ailleurs, c'est des choses qui ont pratiquement disparu. Et c'est à nous, pas à quelqu'un d'autre, de condenser tout cela et de proposer donc un enseignement à travers, je ne suis pas celui qui enseigne toutes ces matières, bien entendu. Merci beaucoup. Mais nous avons beaucoup de gens qui le font. Voilà. Vous êtes engagé pour passer la bonne nouvelle qu'est la valorisation du patrimoine africain à tous les Africains d'Afrique et de la diaspora. Et dites-nous pourquoi cet engagement? C'est un engagement vital. Tous ceux qui ont vécu à l'étranger, quand j'ai à l'étranger, chez les autres, hein, chez les locaux d'armes. Vous avez fait le Dubaï? Oui, Dubaï, j'ai vécu aux Émirats 8 années. Donc, quand vous avez vécu à l'étranger, vous vous confrontez à deux choses. Il y a un racisme simple, oui, et puis un autre racisme qui est de type culturel. Vous vous demandez, mais qu'est-ce que vous apportez? Qu'est-ce que vous apportez? Lorsqu'on vous voit habillé comme ça, on est fier, vous véhiculez une africanité. Mais lorsque vous arrivez à l'étranger, il vous est désormais difficile de vous habiller ainsi. Vous vous fondez dans la masse, vous voulez vous assimiler et tout. Vous finissez par devenir le spécialiste de la chose de l'autre. Vous devenez l'autre. Mais comme vous ne pouvez pas devenir l'autre de manière complète, puisque le morceau de bois ne devient jamais un crocodile dans une mare d'eau, vous commencez donc à comprendre que vous n'êtes pas l'autre. Mais quelle est la vôtre plus-value? Et surtout pour nous qui avons 300 000 ans d'existence sur Terre, est-ce que nous n'avons jamais rien fait? Non, le passé nous dit que nous avons fait de grandes choses. Nous avons créé les mathématiques, nous avons inventé la géographie, nous avons inventé plein de choses. Nous avons bâti les pyramides, nous avons bâti des royaumes, nous avons bâti la spiritualité, nous avons bâti plein de choses. Mais aujourd'hui, quelle est notre place lorsque nous buvons et acceptons tout ce qui vient d'ailleurs? Nous vivons, comme disait l'un de nos aînés, nous vivons dans la périphérie du cerveau de l'autre. Tout ce qui sort de son cerveau, nous prenons. Oui. S'il s'est trompé lundi et il nous dit mardi, je me suis trompé, eh bien, tout le monde dit, mais changeons de direction. Oui. S'il dit non, 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 je ne m'étais pas trompé, c'était la bonne voie, l'Africain dit, je garde cette voie. Mais nous ne pouvons pas être l'intérieur de ce cerveau. Donc il nous est impossible d'avancer décemment, d'avancer dignement vers un développement sans revenir justement vers nos sources. Merci beaucoup, très cher invité. Nous vous remercions encore une fois d'avoir répondu favorablement à notre invitation. La femme, pour vous et par son essence, est le prolongement de tout ce qui est féminin dans ce cosmos. Et selon vous, amis téléspectateurs de Mérégbé TV, avant de clôturer cette émission, nous allons inviter Tété à nous donner ses mots de conclusion. Vous venez de citer ce qui a été dit lors de cette conférence au Centre Akanga. La femme est le prolongement de toutes les énergies, de toutes les forces cosmiques féminines. Mais nous savons également que le féminin porte en lui le masculin, puisque c'est la femme qui accouche et la femme et l'homme en même temps. Oui, c'est moi qui vous dis merci de nous avoir invités ici et on espère revenir bientôt. Le Bénin est une terre pour nous, j'ai dit tout à l'heure, sacrée, parce que nous avons ici des couvents, nous avons tout ce que nous voyons là. C'est le moment de se ressourcer, d'entrer en contact. C'est dommage, beaucoup de frères ici, beaucoup de Béninois eux-mêmes ne savent pas quelle est la force cachée derrière tout ce qui se présente devant nos yeux, ils ne savent pas. Donc nous sommes ici et nous avons l'habitude de venir, de ramener du monde pour qu'ils voient, pour partager les mêmes expériences que nous avons eues, afin de rehausser un peu ce taux d'africanité, entre guillemets, qui nous manque désormais. Voilà, c'est ça mon dernier. Merci Tété Madombe. Merci aussi. Je rappelle que vous êtes activiste traditionnaliste. Oui. Vous êtes engagé beaucoup plus pour la conservation et la valorisation du patrimoine africain. Amis téléspectateurs de Mérégbé TV, nous avons parlé de la place de la femme dans notre univers spirituel. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.